Allô les amateurs de gin! Wow, aujourd'hui on vous offre un beau cadeau à Madame Gin TV, une classe de maître, un masterclass, un atelier sur les aromates et la dégustation de gin qui nous est offert par André Trudeau, le propriétaire distillateur de la distillerie Pirate du Nord. C'est tellement un beau cadeau que, en échange, je vous demande une chose, c'est d'aller aimer la page de la distillerie Pirate du Nord. Vraiment, vous allez recevoir quelque chose ici qui est d'une grande richesse. Alors, merci André et à vous, très bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette classe de maître, masterclass avec André Trudeau de la distillerie Pirate du Nord. Je suis tellement contente, André, d'être avec toi aujourd'hui. Premièrement, on va parler un peu de ce qui se passe pour toi et comment ça va de ce temps-ci à la distillerie, si tu as des nouveaux projets. Oui, écoute, merci bien sûr de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de parler des spiritueux et bien sûr de notre distillerie. Tout va très bien à la distillerie. On a eu des très bonnes ventes de ce temps-ci, même qu'au point que présentement, j'ai plus rien sur les étagères à la distillerie. On est présentement en train de produire plus, justement pour que les clients peuvent venir encore une fois déguster et voir ce qu'on fait. En tant que nouveauté, c'est sûr, l'année passée, on a lancé notre gin saisonnier infusé au griotte. Oui, merci. On vient juste de ramasser nos cerises qui étaient environ 2 semaines en avance cette année à cause des canicules. Mais ils sont dodus, sont sucrés, sont parfaits. Alors là, on va faire la batch numéro 2 pour notre gin saisonnier de griotte. Wow. Une autre chose qu'on a faite aussi, c'est qu'on avait mis l'année passée environ 400 litres de notre première batch de Gino Griotte dans 2 petits barils de bourbon et on les a fait vieillir. Alors là, cette année, on va aussi sortir en quantité très limitée, environ 500 quelques bouteilles. La version réserve de notre gin Bootlegger Botanique numéro 7 vieilli en fût aux griottes. Fait que ça va être vraiment intéressant. André, est-ce que ce serait comme une annonce, un peu un scoop, ça pour nous? C'est effectivement un scoop. J'en ai pas dit à part. Il y a peut-être, je pense, 2 ou 3 personnes qui sont passées à la distillerie quand j'avais presque plus rien sur les étagères. Puis pour leur faire sentir quand même spécial, je leur ai expliqué un peu qu'est-ce qu'on faisait, puis donné un peu d'attente. J'ai pris leur nom en liste pour pouvoir les appeler quand ça serait le temps pour qu'ils soient les premiers sur la liste. Là. Mais oui, non, c'est effectivement un scoop. Ah, c'est génial. André, on va passer à cette merveilleuse masterclass sur la dégustation de gin. Et Oui. j'ai très hâte aussi parce qu'on va peut-être pouvoir échanger là-dessus. Et aussi, principalement aussi sur les aromates. Écoute, moi, cette conférence-là, je l'avais entendue l'année dernière, lors de l'événement Tribute. Tu avais donné une conférence et c'était, mon Dieu, que j'avais trouvé ça extraordinaire. Exceptionnel, vraiment. Et je tenais à partager ça avec vous, chers amateurs de gin. Vous allez passer un bon moment. Allez vous chercher un verre s'il faut. Mettez ça sur pause. Oui, c'est ça. On en a pour un petit bout de temps, mais wow, vous allez apprendre des choses incroyables. Donc, André, on commence avec comment déguster le gin. Comment la méthode, ta méthode. J'ai hâte de t'entendre. Bon, alors c'est sûr que c'est quelque chose que toi, tu as probablement beaucoup d'expérience. Tu es quand même nommée Madame Gin, fait que c'est certain que c'est quelque chose que tu fais souvent. Moi, de mon côté, j'y vais vraiment de façon assez simple. Fait qu'on commence avec une petite quantité de gin à l'intérieur d'un verre. On va y aller surtout au niveau du nez pour aller sentir les premières odeurs, aller vraiment voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Une fois qu'on a senti le gin, on va prendre une petite gorgée, juste la laisser couler à l'intérieur. Et avec ça, ça va activer les papilles gustatives, pardon. Et eux autres, ils vont commencer vraiment à envoyer des petits signaux à ton cerveau pour se dire « Ah, je goûte ci, je goûte ça, je goûte ci ».
Mais le problème avec ça, c'est que les premiers goûts sont souvent des signaux un peu trop forts ou des fois traîtres. Ils ne disent pas la vérité. Alors, pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, il faut revenir une deuxième fois. Et là, vraiment, on va aller chercher des différentes saveurs. Comme là, je vais chercher vraiment des saveurs beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes. On goûte plus les différents paliers d'aromates. Et finalement, on vient une troisième fois. Et lui, on peut laisser vraiment aller aux alentours tout de la bouche pour vraiment couvrir la totalité de la bouche. Et avec ça, vraiment, on va être capable d'aller chercher pas mal la totalité du produit. Il est vraiment bon, le mien. Oui, il est bon. Quand tu ne goûtes pas pendant longtemps parce que tu es en train de le produire, puis soudainement tu le goûtes, tu es comme, c'est vrai, Ça doit c'est être très vraiment un bon, bon produit. Lequel t'as dégusté, là? En fin de compte, c'était sur la batch 1 des gin aux cerises. OK. Ouais. Écoute, ta méthode est très semblable à la mienne, sauf que justement, pour question d'activer les glandes salivaires, les salives Oui. et tout ça, moi, j'indique de mettre la gorgée sous la langue pour commencer, parce que les glandes Intéressant. salivaires sont sous la langue, donc ça stimule la dilution des molécules aromatiques, qui fait que tes papilles sont plus capables de les capter. Mais écoute, c'est très semblable. Et moi, je trouve, André, que le gin, c'est pas une école snob. Alors, Non. toutes les méthodes, tu es d'accord avec moi, 100%. sont bonnes à entendre et à comprendre et à connaître pour mettre plus de clés sur notre trousseau. Oui, puis je veux dire, juste, c'est sûr qu'on là, on va parler d'aromates, mais si on fait un petit parenthèse sur les toniques, on ne peut pas être snob avec les toniques. Honnêtement, il n'y a pas de mauvaise façon de mettre un tonique dans un gin ou même de ne pas mettre de tonique. Si vous voulez le boire avec n'importe quel tonique que vous aimez, un tonique plus sucré qu'on trouve à un dépanneur, un tonique plus fancy qu'on achète disons, une place plus spécialisée, il n'y a pas de mauvaise tonique. Ça va vraiment avec son goût. Puis je pense que l'idéal, surtout quand on va déguster les gins, déguster les différents produits québécois, c'est on ne peut pas être snob avec ça. Tout le monde a chacun des goûts spécifiques. Puis au Québec, on a la fine cuisine autant qu'on a une bonne petite poutine, puis une poutine fine cuisine aussi. Fait qu'on a vraiment, on a tout au Québec. Fait qu'il ne faut pas qu'on s'arrête. Comparaison. Absolument. Hey, c'est beau, ça, j'adore. Vraiment, c'est comme une belle ouverture. Ça rejoint tout à fait ma mentalité. Excellent. OK, André, on commence donc notre voyage au cœur des aromates. Oui. Alors, bon, on va y aller avec, bon, on va commencer initialement, attends une minute, un gin, là, c'est quoi? Bien, à la base, un gin, c'est un alcool de base, plus des genévriers, plus des aromates, qui est distillé. Fait que ça, c'est à la base. Toutes les gins vont être faites vraiment de la même manière. Personnellement, quand on parle de saveurs et d'aromates, moi, j'ai divisé ça dans 4 catégories. Des saveurs riches, des saveurs de fruits, des saveurs d'herbes et des saveurs plus complexes. Alors, pas mal tous les goûts qu'on peut trouver dans un gin vont se ramasser un peu dans ces 4 grosses catégories-là. Je suis sûr sur l'Internet, on peut trouver plus de catégories. On peut diviser ça de plein de différentes façons. Ça, personnellement, j'ai trouvé que c'est la façon la plus facile, la plus simple de parler des différentes saveurs et des aromates. Moi, j'ai trouvé ça très efficace, André, pendant que tu cherches ton dossier. J'ai trouvé ça très efficace. J'ai trouvé que c'était très accessible. Vraiment. Ça fait plaisir. On va commencer avec les goûts riches. Là, les goûts riches, on a divisé ça dans 3 différentes catégories. Les goûts de noix, les goûts de racines et les goûts épicés. Alors, les goûts de noix. Alors là, j'ai mis des exemples un peu pour donner une description pour les gens. Alors là, j'ai mis des avelines, les graines de tournesol, les graines de citrouille et la muscade. Alors, si on a déjà goûté à ces items-là, ça nous donne une bonne petite idée du goût. C'est des goûts qui sont riches, qui sont crémeux, qui sont légèrement boisés. Alors ça, c'est vraiment les goûts de noix.
il y en a d'autres. Il y a d'autres types de noix qu'on peut retrouver aussi dans les aromates, mais ça, c'est vraiment 4 que j'ai sortis qui sont vraiment faciles à pouvoir décrire, là. André, toi, dans tes jeans, est-ce que tu as des noix, non? Non, c'était pas un goût qui y allait bien avec nos produits. On voulait vraiment y aller plus avec quelque chose d'une certaine complexité. Et quand on fait un gin très complexe, on ne peut pas choisir toutes les catégories. Si tu Non. mettais un goût de noix, un goût de racine, un goût épicé, un goût fruité, un goût herbal, un goût tu sais, ça serait fou, là. Ta langue, elle ne serait pas comment réagir. Fait que nous autres, on a vraiment fait un choix très spécifique. Dans ces goûts-là, dans les goûts riches, nous autres, en fin de compte, on a les goûts de racine. Alors, si on regarde le goût de racine, bien, c'est quelque chose de plus musqué, de terreux et même d'amer. Alors là, bien sûr, on parle de la racine de pissenlit, qui est l'élément clé de nos deux produits. Il y a aussi la racine d'angélique, qui est donné un exemple, qui est utilisé dans plusieurs gins à travers le Québec et le monde. Ça, c'est celle à droite des pissenlits, j'imagine? Exactement, en haut à la droite. OK. En bas à la gauche, là, on parle en fin de compte, ça, c'est le gentian. Le gentian, qui est une racine très amère, qui est utilisée souvent pour faire des amers aromatiques. Alors, quand on parle de notre bootlegger botanique numéro 7, on a autant la racine de pissenlit que le gentian à l'intérieur. Fait que les deux, c'est sûr, c'est dans les mêmes catégories de goût, fait qu'ils vont quand même bien fonctionner ensemble. Puis ça va donner une bonne amertume, un goût vraiment terreux, un peu musqué, vraiment plaisant. Il y a d'autres types de goûts qui sont là-dedans, dans les goûts racineux, qui ne sont pas nécessairement de racines. On va parler, exemple, de l'armoise. L'armoise, qui est une plante aussi nommée wormwood en anglais, Oui. qui est très amère, qui est utilisée dans l'absinthe, et bien sûr la chartreuse, puis d'autres produits, je pense qu'ils utilisent ça aussi. Mais ce n'est pas la seule plante qui va aussi donner un goût assez racineux, assez amer à un produit. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas, la racine de pissenlit dans ton gin. Je l'adore. Je trouve que c'est vraiment... ça apporte quelque chose de différent. Oui, puis c'est quelque chose d'assez spécial. Nous autres, on était la première distillerie en Amérique du Nord à utiliser la racine de pissenlit, la troisième distillerie au monde d'utiliser la racine de pissenlit. Et on l'a découvert en faisant des tests et des tests et des tests de différents produits. En fin de compte, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait trouver quelque chose qui était utilisé en tant que fixatif de goût, parce que souvent, les goûts de racine, les goûts terreux de même, en petite quantité, vont être utilisés souvent les goûts riches aussi, pas juste celui de racine, mais noisé et épicé aussi, vont être utilisés en tant que fixatif, puis eux autres vont aller garder et maintenir les autres aromates en vie plus longtemps dans la bouche. Ah. Fait en fin de compte, nous autres, on voulait remplacer la racine d'iris dans nos produits et on a tombé sur la racine de pissenlit en faisant des tests. On trouvait que le petit goût amer, noisé, légèrement musqueux était vraiment plaisant, là. Puis on a dit, regarde, ça, c'est notre élément clé de notre produit. Racine de pissenlit, on y va à 100%. Génial. Puis là, regarde, on va transitionner un peu au dernier, celui qui t'avait l'air de vraiment t'exciter. Oui. C'est le côté épicé. Alors bon, dans l'épicé, on parle de tout ce qui est poivré, un peu âcre, un peu de chaleur, des goûts brûlants, des goûts piquants, des goûts mordants. Et quand on parle de ça, bien sûr, on va aller avec tout ce qui est le poivre de Cubeb, en exemple, qu'on voit en haut à la gauche, le poivre du paradis, qui est en haut à la droite, le poivre long qui est en bas à la gauche, et le gingembre. Ça, c'est 4 éléments un peu distincts un peu un de l'autre, qui ont chacun des caractères très spécifiques. Puis c'est aussi souvent ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les gins, en particulier le Cubeb et le gingembre et les graines de paradis. Ces trois-là, c'est vraiment ceux qui sont les plus communs à travers les gins mondiaux et aussi beaucoup de gins au Québec. Nous autres, dans notre gin, en fin de compte, dans nos 2 gins, il y a le poivre long, qui est l'élément un peu qui sort hors de l'ordinaire. C'est un poivre qui est un petit peu plus mordant. Il va vraiment te chercher, là. C'est un poivre Crisp, qui... ce qu'on dit en anglais, qui est un peu plus crisp.
Ouais, exactement, là, qui sort avec un petit crispness, là, mais qui est vraiment. L'équivalent, c'est comme une coupure de papier, tu sais, qui est vraiment comme sharp, là, ça Oui, sort, OK. mais d'une bonne façon dans la bouche. Fait que c'est un peu OK. drôle de décrire de cette façon-là, mais c'est vraiment un poivre qui est très élevé. Le cubeb, par contre, c'est un poivre aussi qui est très complexe. C'est une raison pourquoi on le trouve souvent dans plusieurs gins. Fait que ça complète un peu les goûts riches, les trois Riche. différentes catégories qu'on adore. Et par la suite, si on veut, on peut aller un peu vers les goûts de fruits. Oui. Bon. Alors, les goûts de fruits, nous autres, on a divisé ça encore une fois dans trois différentes catégories. Les goûts d'agrumes ou citrusy, comme on appelle un peu en anglais, les goûts fruités et les goûts de baies. Alors, dans les agrumes, c'est sûr que les agrumes, c'est pas juste les agrumes, c'est pas juste le fruit. Souvent, on va utiliser la chair autant que la pulpe ou l'écorce, mais on va utiliser souvent aussi les feuilles. Quand on parle de goûts qui sont acides, qui sont aigres, qui sont zestés ou même pulpeux, exemple, un pamplemousse va te sortir un goût assez pulpeux, tandis que le goût zesté va se retrouver dans l'écorce ou la pelure, pardon, des agrumes. Mais si on remarque ici, il y a un aromate en bas à la gauche qu'on voit assez souvent un peu partout. Et c'est un peu drôle de le voir ici dans le côté agrumes, mais il y a une très bonne raison pour ça, c'est la coriandre. Le coriandre, en fin de compte, c'est un aromate qui a plusieurs huiles essentielles à l'intérieur, dont une en particulier qui est très zestée, Très qui est très, citronné, hein? très citronnée, oui. Ouais. Alors, quand on fait la digestion de cela, c'est une des premières choses, surtout le côté agrumes, là, ça, c'est vraiment la coriandre qui va sortir là-dedans. Alors, on l'a mis dans la section agrumes parce que, bien sûr, la majorité du profil de la coriandre, autant qu'il y a un côté légèrement épicé, un peu mordant, il va aussi avoir un côté agrume à l'intérieur, un petit peu plus zesté. Là, on va retomber un peu plus vers le côté fruité, qui est la deuxième catégorie. Alors là, on parle de vraiment quelque chose de croquant, de mûr, de juteux. Et on va retrouver autant les goûts de cerises fruitées que les goûts de fruits tropicaux, que même les goûts de pommes. Si vous remarquez, il y a un élément là-dedans que vous allez peut-être être surpris de voir, c'est le concombre. Mais le concombre et un melon, c'est quasiment la même affaire, là. Alors, le goût de fruits qu'on trouve dans un melon, c'est un goût très similaire au goût de fruits qu'on va retrouver dans un concombre. Alors, le côté vraiment croquant, un peu juteux, là, c'est là qu'il va sortir là-dedans. Puis, bien sûr, tous les autres fruits qu'on peut penser, que ça soit une poire, une cerise, un ananas. Alors, quand on goûte à l'ananas, il va avoir le côté vraiment fruité qui est là, mais si on donne un exemple en ananas, il va aussi avoir le côté acide qu'on va retrouver dans la première catégorie. Alors, il y a beaucoup d'aromates qu'on va parler souvent qui vont se retrouver dans plusieurs catégories, tout dépendamment de la façon qui sont apprêtés. Alors, un ananas qui a été séché au soleil pendant, disons, quelques semaines, Oui. puis il va ramasser du sucre. Et lui, quand on va aller le distiller, il va surtout aller du côté mûr, du côté juteux. Tandis qu'un ananas plus frais, lui, il va aller le côté acide, un peu plus aigre dans la distillation. Fait que c'est vraiment, encore une fois, comme la coriandre, la façon que c'est apprêté va changer un peu les différentes huiles essentielles qui vont être utilisées. Un peu comme initialement, quand on parlait des racines et des noix, si on fait rôtir souvent ces éléments-là, on va changer un peu le goût final de la distillation. Wow. André, tu me disais en introduction, avant qu'on commence vraiment la masterclass, que tu avais créé ça aussi, puis j'attire votre attention à vous, les amateurs de gin, que André a créé ça, c'est ce qu'il me disait, pour vraiment qu'on puisse avoir du vocabulaire pour détailler notre dégustation quand on la fait. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on peut aller sur l'Internet et trouver plein de différentes variations de comment déguster produit X ou produit Y, surtout dans les spiritueux.
mais je trouvais que ça valait la peine de faire quelque chose d'assez simple, qu'on pouvait diviser dans 4 catégories assez simples, parce que ça allait nous donner, en fin de compte, un vocabulaire commun. Puis c'est ça qui est le mot-clé, c'est un vocabulaire commun. Alors, quand on peut parler à un producteur de gin ou quand on peut parler à un amateur ou même un débutant, puis on va dire, ah, OK, alors mon gin, il y a un goût de concombre ou un goût de canneberge ou un goût de romarin. Bien, si on n'a jamais goûté à un spiritueux distillé avec une canneberge, ça ne va pas nous dire grand-chose. Mais Ouais. si on peut expliquer c'est quoi un peu un goût de canneberge, puis donner des exemples d'autres fruits ou d'autres saveurs similaires, on peut s'imaginer ça. Le cerveau humain, il a une capacité inouïe de vraiment imaginer des saveurs et des textures. Alors, je vais donner un exemple. Si je vous dis de penser à une texture très rugueuse d'écorce, exemple un arbre qu'on trouve dehors là, avec une écorce très, très rugueuse, puis là, je vous dis, lichez l'arbre dans votre imagination, vous allez être capable de sentir la sensation rugueuse sur votre langue. Ouais. Mais c'est un peu la même chose que quand je vous dis, imaginez un goût mûr, juteux, croquant d'une cerise. Là, OK, mûr, juteux, croquant, oui, là, je suis capable de décrire c'est quoi, Oui, et c'est puis vrai. imaginer. Tellement. C'est vraiment ça, c'est ça l'exercice, hein, finalement. On essaie tellement d'être savant. Je pense que ça, on rattache beaucoup le côté très lexique complexe du vin aux autres spiritueux, mais non, c'est pas du tout la même chose à quelque C'est pas la part. même chose et le lexique complexe du vin aussi a été créé d'une certaine façon avec beaucoup de classisme à l'intérieur d'eux. C'était pour ceux qui avaient beaucoup d'argent d'avoir un langue commune pour eux autres, de se parler entre eux autres. Et là, quand toi, tu arrivais puis tu disais, hey, il est vraiment bon ce vin-là. Ah oui, décrivez-moi-le. Ben, il est bon. On voit que tu ne fais pas partie de la même classe que nous. Tu sais. Fait qu'il y a une espèce d'élitisme là-dedans que j'apprécie moins. Personnellement, je trouve qu'au Québec, on est moins les amateurs d'élite. Nous autres, on est un peuple qui préfère que tout le monde a un petit peu de tout. Là, tu sais. Fait que Ouais. on aime ça que tout le monde soit un peu au même niveau d'une certaine façon. Là. Alors, je pense que ça vaut la peine aussi que quand on parle de dégustation, surtout des nouveaux produits, parce que les gins, il y a 20 ans, personne ne parlait de déguster des gins. Ce Non, n'était pas non. quelque chose qui se faisait. Là. Fait que maintenant qu'on a une chance de partir une nouvelle façon de déguster un produit, ben, je pense que ça serait le fun de le faire avec un vocabulaire commun qui est pas élite puis qui n'essaye pas d'être trop pompeux. Tu sais. Absolument. Fait que la dernière catégorie dans le goût des fruits, c'est les baies ou les berries en anglais. Alors là, on parle vraiment des goûts acidulés, qui est un petit peu différent d'un acide. Alors, si on goûte à un goût acide, des agrumes, ça serait exemple comme quand on mord dans un citron. Mais un goût acidulé, ça serait plus comme quand on mord dans un bleuet. C'est pas OK. acide comme un citron, mais ça a vraiment un petit goût acidulé. OK. Le goût de confiture, bien sûr, le goût confit, le goût acerbique. Fait que là, on va aller chercher ces goûts-là. Alors, bien sûr, l'argousier, qui est une plante qui pousse un peu partout, que souvent le monde y remarque, puis ils disent, ah, ça se mange cette affaire-là? Oui, effectivement, ça se mange. Puis il y a des gins incroyables qui se font avec. Même chose avec le canneberge ou avec le bleuet ou avec les framboises. Ça, souvent, les baies, c'est quelque chose que les gens ont plus de facilité à s'imaginer parce que je pense que tout le monde en a une enfance où est-ce qu'on chassait les framboises un peu partout quand on était dans le bois. Là. Fait que je pense que ça fait partie du patrimoine commun de presque tout le monde qui C'est vit vrai. ici. Là. Mais oui, non. Fait que ça, c'est vraiment le goût de baie, le goût de confiture, confit. Là, des fois, on retrouve ça souvent dans les gins avec les goûts de fruits. Fait que ça complète un peu les 3 catégories de goût de fruits. On va passer finalement à l'avant-dernière catégorie, qui est les catégories des herbes. Alors là, on va avoir 3 divisions, le floral, les plantes et l'herbeux. Alors c'est ça a l'air un peu complexe, on va y revenir encore. Là. Alors, dans le floral, on parle vraiment de tout ce qui est aromatique, tout ce qui est frais, tout ce qui est parfumé, odorant, même calmant.
On peut parler, exemple, de camomille, on peut parler d'églantier, de lavande, la fleur de sureau, ou même, on peut même parler, en fin de compte, de la fleur du pois papillon, qui donne le petit couleur bleue qu'on voit dans plusieurs produits du Québec. C'est une belle plante vraiment assez incroyable. Puis petit commentaire sur ça, je ne sais pas si vous savez, mais le nom latin de cette fleur, c'est le Clitoria ternatea. Personne ose, hein? Personne ose. Personne ose, ben moi je vais oser. Alors le nom c'est Clitoria ternatea. Alors si on voit bien sûr en bas à la droite, on peut s'imaginer un peu pourquoi le nom Clitoria a été donné à cette très jolie fleur. Fait que oui, alors on va vraiment y aller avec ces différents goûts parfumés, odorants, calmants. Regarde, il y a ça, je pense, au niveau les herbes, c'est vraiment les aromates qu'on peut retrouver le plus de différents types d'aromates. On en trouve vraiment partout, partout, partout. La très grande majorité des fleurs sur la surface du monde sont mangeables. La très grande majorité. Je ne dis pas toutes parce qu'il y en a qui vont tuer. Fait que prenez pas ça comme acquis puis allez manger toutes les fleurs que vous trouvez, là, mais la très grande majorité des fleurs qu'on peut trouver sont mangeables. Alors, si on passe au prochain, c'est le goût plante, le goût grassy, comme on dit en anglais. Alors là, on va aller chercher des saveurs cuites, des saveurs feuillues, végétales, verdoyantes, même ayant mentholées un peu. Alors là, j'ai mis un peu d'exemples qu'on voit sur l'écran. Alors, on voit bien sûr le trèfle en haut à la gauche. On voit la menthe qui est en haut à la droite. En bas et à la gauche, on voit le thé, le goût de thé qui, lui, va être aussi très verdoyant. Et bien sûr, juste à côté de ça, on a l'ortie. L'ortie, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est la plante qu'on touche et qui fait vraiment mal. C'est plein de petits pics, là. Mais c'est utilisé souvent en Europe, autant pour faire des vins, des bières que aromatiser des gins. C'est vraiment une plante assez intéressante au niveau du goût. Et bien sûr, le dernier qu'on voit en bas à la droite, c'est le foin. C'est un produit aussi qui va sortir assez végétal, assez feuillu, un peu cuit. Et il y a une distillerie présentement au Québec qui fait quelque chose avec le foin. C'est pas le mien, mais je te dis que c'est vraiment intéressant. Je ne me rappelle plus du nom de la distillerie par cœur. C'est le gin agricole. Oui, le gin agricole. Oui, absolument. Puis je te dis, en tout cas, c'est hot. J'ai trouvé que c'est vraiment le fun de voir une certaine bravoure avec les distilleurs du Québec qui vont trouver un aromate puis qui vont dire, tu sais quoi, nous autres, on va essayer ça, puis oh, ça fonctionne vraiment bien. c'est nice. Donc ça, c'est ça. Après ça, on va aller avec le goût herbeux. Oui. Alors, bien sûr, le goût herbeux est différent du goût de plante. Alors, si on voyait initialement, c'était cuit, c'était feuillu, végétal, verdoyant, mentholique. Maintenant, le goût herbeux, on parle de médicinal, un peu sapin, herbacé, même avoir savoureux. Alors, si on voit ici, bien sûr, on voit le genévrier, qui est le clé de tout le gin. C'est vraiment le goût médicinal, un peu sapiné, herbacé du genévrier. Mais on va trouver d'autres types d'aromates aussi. Si on donne un exemple, le basilic ou le romarin, c'est des goûts qui sont différents, qui vont être savoureux ou même herbacés, sans étant trop verdoyant, végétal ou mentholique. On peut même trouver, exemple, les différentes pousses de conifères. Alors, en bas, à la gauche, on voit vraiment, à la droite, pardon, on voit vraiment toutes les différentes pousses de conifères qui sont en grande majorité comestibles. Fait que ça, c'est les goûts d'herbe. Et on passe maintenant à la dernière catégorie, qui est les goûts complexes. Alors, les goûts complexes, c'est un peu des goûts qui sortent de l'ordinaire et qui sont un peu compliqués à expliquer. Alors, ils sont mis dans une petite pile parce que c'est la meilleure façon de les trouver. Alors là, on va trouver des goûts sucrés, des goûts fumés et le goût umami. Le umami, qui est un mot japonais qui décrit vraiment une espèce de goût rond et salé. On va le décrire en plus grand détail en rentrant dedans, parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui a entendu de ce mot-là. Alors, dans les goûts sucrés, bon,
C'est intéressant. On va y aller, bien sûr, avec le miel. On s'entend qu'un goût sucré de miel, on retrouve très bien. Sirop d'érable, dans le plein centre, on est au Québec, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Mais aussi d'autres aromates qui vont ramasser quelque chose de sucré. Exemple, la vanille. La vanille, c'est un goût qui est vraiment doux, très sucré, très mielleux un peu, doucereux même. On va trouver ça dans la bouche avec les amandes. Les amandes aussi, c'est quelque chose similaire au goût de noix. Alors, il y a un certain caractère de noix à l'intérieur des amandes, mais ils ont plus de sucré. Alors, quand on fait une distillation avec les amandes, ça sort plus moelleux, mielleux, plus douce. Et bien sûr, les grains. On pense pas tout souvent à utiliser les grains en tant qu'aromate, parce que souvent, les grains, on va l'utiliser pour faire l'alcool de base, mais on peut utiliser les grains aussi en tant qu'aromate et pas juste le foin des grains pour le côté végétal. Alors, quand on utilise le grain en tant qu'aromate, que ce soit de l'orge ou même du riz ou quoi que ce soit, ça va aussi sortir le côté sucré de ces produits-là. Alors, c'est un autre aromate assez intéressant là-dedans. Tellement! J'adore. Finalement, ben là, finalement presque, le côté fumé, ça aussi, c'est quelque chose de complexe. Dans le fumé, on peut retrouver des goûts plus d'encens, plus de feu de camp, plus de feu de vraiment fumé. Là. Ouais. Et on va retrouver, là, j'ai mis comme des petits exemples. Alors, autant qu'on peut faire la tourbe fumée, qu'on peut fumer avec le bois, que certains aromates aussi vont aller rajouter leur goût fumé. Alors, si on parle du cardamome noir, qui est un cardamome qui est fumé. C'est ce qu'on voit en haut à gauche. Là. Oui, en haut à la gauche. Alors, lui, souvent, va aller chercher ces espèces de goût fumé-là. Mais on peut même y aller avec, exemple, en haut à la droite, le thé Lapsang Souchong, qui, lui, est un thé noir, un thé qui a été fumé. Alors, autant qu'on va aller chercher certains goûts végétal à l'intérieur, le côté fumé va ressortir beaucoup plus. Et bien sûr, comme on voit en bas, autant à droite que à la gauche, tous les différents types de méthodes de fumaison pour aller autant fumer le grain initial que fumer des aromates, que fumer le produit final. La fumée, on pourrait faire un autre masterclass entièrement sur la fumée, autant sur les types de bois que les différents produits fumés qu'on peut rajouter. Il y a une liqueur qu'on peut retrouver très rarement, une fois de temps en temps à la SAQ, qui est une liqueur de piment ancho, qui est un piment piquant, mais fumé, qui est incroyable. Et c'est mexicain, puis tu mélanges ça avec différents cocktails, là, puis c'est vraiment le fun. Tu sais. Mais alors, le fumé, on peut trouver ça vraiment un peu partout, puis ça peut faire des goûts vraiment intéressants qu'on peut rajouter, mais c'est complexe, puis c'est pas pour tout le monde, et c'est très facile d'y aller trop fort. Alors ça, c'est toujours le hic avec le fumé. André, j'avais une question pour toi. Oui. J'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas vérifié ce fait-là, mais peut-être que tu sais, la cardamome qu'on connaît plus souvent, le grain noir, c'est pas le grain vert, c'est pas une variante, c'est pas une variété différente de la noire, c'est juste son état bébé, hein? C'est ça que j'ai... Oui, bien, état bébé, oui, c'est l'état plus jeune, mais aussi le noir, si je me fie bien, il y a aussi un certain vieillissement qui se passe dessus, qui va aller le fumer. C'est ça si que je me rappelle bien. Là, c'est sûr que de ce côté-là, il va falloir que je vérifie. Ça fait longtemps que je n'ai pas revisé le cardamome, mais si je me rappelle bien, il va effectivement le fumer un peu pour sortir, le travailler un peu. Parce que le vert, c'est vraiment dans son état plus brut. OK, d'accord. Et finalement, en dernier, on va passer au umami. Le umami qui est un goût qu'on va retrouver très complexe dans certains types de saveurs. Alors, je vais vous donner certains exemples de umami qui ne sont pas nécessairement d'aromates. Alors, la sauce à poisson, un anchois, des champignons, des capres, tout ça, ça va avoir un goût très umami. La viande qui aurait été cuite longtemps sur un barbecue, l'espèce de goût rond là, dans la bouche, ça, c'est le umami. Là. Alors, le umami, c'est une espèce de goût que le cerveau
humain, et pas juste humain, le cerveau primate, va vraiment triper dessus comme ça se peut pas, là, puis il va aller le rechercher un peu partout, là. OK. Dans le gin, encore comme le fumé et comme le sucré, c'est un goût un petit peu plus complexe, un peu plus difficile à travailler avec et un peu plus, disons, enrobant, qui va cacher beaucoup d'autres goûts. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui le travaille avec, mais ceux qui le travaillent à date le font très bien ici au Québec. Alors, des exemples de goût d'umami, bien sûr, c'est les laminaires. Les laminaires, qui est une algue qui pousse autant dans la mer que dans le Saint-Laurent, des carpes, ou même le champignon sauvage. Là, j'ai mis le champignon au mort, mais je veux dire, ils ont plein de champignons comestibles, Chanterelle. exactement, morilles, quoi que ce soit. Parenthèse, encore une fois, le Québec, on a beaucoup, beaucoup de champignons très comestibles, super bons, mais on a aussi un des champignons les plus mortels au monde, qui Ouais. est le Destroying Angel, qui est un champignon blanc qui ressemble à beaucoup, beaucoup d'autres champignons blancs. Alors, si vous pensez aller dans le bois pour vous faire un petit mélange de champignons Attention. chez vous, là, faites très, très attention parce qu'une fois qu'on mange ce champignon-là, vous êtes mort. C'est les très grandes chances que vous êtes mort, mais le problème, c'est que vous ne mourrez pas tout de suite. Ça va prendre 24 heures. Et il n'y a rien à faire durant ce temps-là. Alors, ne mangez pas de champignons que vous ne connaissez pas dans le bois. Mais si vous connaissez le champignon dans le bois, allez-y. Allez-y. Oui, ouais. Ça prend une petite formation minimale ou un très bon guide. Un autre masterclass. Oui! Fait qu'effectivement, alors ça, c'est les goûts de umami qu'on va retrouver dans le gin. Et ça nous amène un peu en dernier, on sort un peu des goûts. J'ai une dernière petite commentaire à faire, une note sur les alcools de base. Oui. Alors, c'est sûr que, bon, toi, tu avais fait un vidéo sur les alcools de base, alors c'est sûr qu'on va reviser vite, vite, là. Mais il y a trois principaux alcools de base qui vont être utilisés dans les gins. Un alcool neutre d'origine agricole. Donc, un alcool neutre d'origine agricole, on peut parler de vodka ou même de neutral grain spirit ou même le neutral grape spirit, parce que ça n'a pas nécessairement besoin de venir d'un grain. Des fois, ça vient, exemple, de fruits, de légumes, de quoi que ce soit. Alors ça, c'est un alcool qui a été, en fin de compte, distillé assez purement pour que tu sors un alcool qui goûte presque plus rien. Ça, souvent, c'est un alcool qui va être soit fait sur place ou acheté, dépendamment. C'est sûr qu'acheter, il y a un côté économique là-dedans. Ça vaut la peine si on veut faire un produit qu'on peut vendre aux clients qui n'est pas trop cher. Par la suite, il y a les alcools de grains. Alors, l'alcool de grains, on parle de whisky, on parle de moonshine, etc. C'est sûr que quand on va partir un gin avec un alcool de grains, on ne parle pas d'un canevas neutre. On va avoir quand même un certain goût de grain qu'on va retrouver dans le gin et qu'on peut goûter à travers. Autant le goût rond de l'orge, le goût piquant, poivré du seigle, le goût très sucré du maïs. Alors, quand on parle des autres aromates avec des différents goûts, tous les différents grains qu'on va ramasser peuvent se retrouver dans ces aromates-là. C'est une raison souvent aussi pourquoi certains distilleurs vont utiliser un alcool neutre ou un alcool de grain s'ils ont déjà une idée de certains aromates qu'ils veulent, mais ces aromates-là marchent mal avec, disons, certains grains qu'ils vont utiliser pour leur alcool. Ouais. Ils vont préférer un alcool plus neutre. Tandis que le contraire peut être utilisé aussi. Si on sait qu'on veut y aller avec, disons, certains goûts, disons, un goût un petit peu plus sucré, bien, regarde, on peut y aller avec un alcool d'orge. De blé aussi, hein? Puis ça va sortir excellent aussi. Oui. Alors ça, c'est un exemple. Puis bien sûr, là, tu as les alcools de fruits. Initialement, quand on pense au début du gin, on faisait ça avec du vin blanc qui était pas très bon, du vieux vin blanc. Et dans ce vin-là, c'est là qu'on mettait nos aromates pour aller faire un gin ou un Geneva. Alors, c'est un des produits initiaux qu'on faisait, mais maintenant aussi, il y a beaucoup de monde qui vont s'essayer avec du brandy de fruits ou même des cidres. Alors là, c'est sûr, autant qu'avec les alcools de grains, on va ramasser certains goûts de fruits, certains goûts de fruits qui, des fois, vont rentrer en conflit avec les aromates qu'on va utiliser. Les goûts de fruits, souvent ocre,
juteux, croquant, mordant. Tout ça, encore une fois, des fois, ça peut rentrer en conflit. Alors, quand on va utiliser les alcools de fruits, il faut faire attention, pareil comme les alcools de grains avec les aromates qu'on utilise. Ça aussi, comme les alcools de grains, c'est principalement fait sur place. Et en dernier, une dernière note, c'est pas sur les types d'alcool, mais c'est vraiment plus deux items. C'est le côté chaleur et le côté sensation en bouche. Tout dépendamment du pourcentage d'alcool qu'on va aller choisir dans notre gin, souvent, ça va aller créer une certaine quantité de chaleur qui est souvent recherchée. Exemple, le Bootlegger Botanique numéro 3, qui est un gin vieilli avec du bois de chêne, bois de pommier pendant environ 2 mois, lui va aller chercher une bonne chaleur parce qu'il est 42,4%. Il est un petit peu plus qu'un 40%. Fait qu'il va aller chercher une petite chaleur additionnelle qu'on trouvait qui était plaisant. Et bien sûr, quand on fait vieillir un gin, parce qu'on n'en a pas parlé initialement, que ce soit en fût de chêne ou avec des gros chunks de bois ou quoi que ce soit, on va aller chercher un changement sur la sensation en bouche, une sensation plus soyeuse qui va aller couvrir la bouche au complet. Alors, quand on goûte à des gins vieillis ou des gins reposés comme le mien, on va aller vraiment chercher une sensation soyeuse en bouche qui va vraiment couvrir le tout autant qu'une chaleur. Fait que ça, c'est une dernière note que j'avais sur les alcools de base qui créent la totalité des goûts. Oui, exactement. Très intéressant. Wow! André, il y a une chose que j'aimerais que tu nous racontes un peu avant qu'on se laisse. Ben oui. C'est ton expérience à toi, l'expérience de distillation, ta première expérience, ton apprentissage. Moi, je le trouve extraordinaire. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui. Ben écoute, j'étais d'une façon très choyé parce que j'avais une bonne job et j'avais une capacité de voyager, ce qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai décidé à une certaine fois que j'avais besoin de sortir dans mon cerveau et je suis parti en vacances. J'ai pris le globe que j'ai tourné, j'ai tourné et j'ai pointé en fermant les yeux et ça a tombé dans le milieu de l'Atlantique et je me suis dit que peut-être ça ne vaudrait pas la peine. Fait que là, je l'ai fait une deuxième fois. Puis là, j'ai pointé, puis là, ça a tombé sur la Yougoslavie. Bien sûr, mon globe, il datait de 1986. Fait qu'on s'entend que la Yougoslavie n'existe plus maintenant. Fait que j'ai besoin de vérifier qu'est-ce qui s'était passé avec la Yougoslavie. Bien, regarde, maintenant, la Yougoslavie, c'est une série de pays, autant la Croatie que la Serbie, la Bosnie, etc., Monténégro. Fait que c'est vraiment une série de petits pays vraiment incroyables, paradisiaques. C'est vraiment le paradis sur Terre. C'est beau, là. Je ne peux même pas décrire à quel point que c'est beau. C'est la place où est-ce que l'Europe allait en vacances pendant 600 ans. Les Italiens qui vivent en Venise, eux autres, quand ils avaient besoin d'une vacance à quelque part de beau, ils allaient de l'autre bord de l'Adriatique en Croatie. Fait que, ça donne une idée à quel point Venise, c'est déjà beau. Là. Fait que ça donne une idée à quel point que la Croatie, c'est comme le paradis. Là. Alors, j'étais en Croatie et de pur hasard, j'ai rencontré une jolie demoiselle qui est devenue ma femme. Et en rencontrant sa famille, ils nous ont amenés dans la petite maison de campagne que toutes les petites familles ont en Croatie. Et cette petite maison de campagne qui datait du 18e, 17e, 19e, non, 18e siècle, il y avait en arrière, dans la grange, un vieux alambic. Mais pas un petit alambic, là, un vrai alambic. Puis est encore à 100% fonctionnel. Alors, la mère m'a montré, regarde, maintenant que tu fais partie de la famille, écoute, je vais vous montrer comment faire la distillation. Alors, on a fait le ramassage de fruits, où est-ce qu'on prend les fruits qui ont tombé de champ, on les met dans des barils, on les laisse fermenter. Moi, je n'étais pas là pour tout le temps de fermentation, mais elle avait déjà des barils dans la cave pré-fermenté de l'année passée. Fait qu'elle a sorti un baril. C'était des fruits de quoi, C'était des poires. Des poires? Des poires, oui, des poires tombées d'un énorme poirier énorme. Là. Alors, ça remplissait un baril au complet. Puis quand on parle de levure, là, on ne parle pas de levure achetée au magasin. Il n'y a pas de levure. C'est les levures naturelles qu'on trouve sur la poire tombée. Et il y a une façon de regarder la poire pour voir si elle est trop pourrite, qui ne va pas être des bons levures, ou si elle est pourrite juste assez pour que les bonnes levures vont être là.
Ça prend le bon œil, hein? Ah oui, oui, ça prend le bon œil. Et enfin, elle m'a montré ça. Alors, on a choisi les bonnes poires, tout en se battant contre les guêpes, qu'eux autres aussi voulaient les bonnes poires. Oui. Et on a mis ça dans des barils. Et par la suite, on a fait ça, la fermentation. Fait que là, elle a sorti le baril de l'année passée et on a parti l'alambic. Mais attention, c'est pas un alambic électrique, c'est pas un alambic avec de la vapeur. Non, non, non. C'est un alambic qui était sur un feu de camp en dessous de l'alambic. Alors, si tu veux plus de chaleur, tu mets plus de bûches. Si tu veux moins de chaleur, ben, tu tasses un peu les braises. Alors, c'est un peu cette façon-là qu'elle m'a montré comment faire la distillation. Alors, veux pas, quand tu apprends des techniques de distillation très rudimentaires, très artisanales, sur un vrai alambic en cuivre, sur un feu, là, tu vas vraiment goûter chaque petite goutte qui sort de distillat de ton alambic pour vraiment voir où est-ce que tu fais tes coupes, où est-ce que tu vas arrêter de garder, où est-ce que tu continues de garder, quelle section qui est bonne, quelle section que tu veux peut-être vieillir. Fait que tous ces petits détails-là, avec ça, c'est sûr, ça m'a donné une base assez incroyable. Puis là, par la suite, après 12-13 ans, j'ai continué à faire la distillation chez nous de façon complètement légale, si jamais le gouvernement nous entend. Parce que bien sûr, avoir un alambic fonctionnel pour l'alcool, c'est illégal au Canada, à moins d'avoir un permis. Alors, je l'utilisais principalement pour distiller de l'eau et juste de l'eau. C'est bon. Mais quand même, ça permet à apprendre des bonnes techniques. Des bonnes techniques. Et par la suite, j'ai eu encore une fois un peu de mauvaise chance, mais de bonne chance en même temps. Mes deux parents sont décédés. Ce qui est assez triste, mais ils ont réussi quand même à sauver de l'argent de leur côté. Et bien sûr, ils n'ont pas pu profiter de leur retraite, mais moi, j'ai pu au moins partir quelque chose à leur honneur. C'est pour ça que l'alambic, je l'ai appelé après leur nom. C'était Marielle et Gilles. L'alambic se nomme Margie. Alors, mon alambic Margie fait pas mal, c'est un 350 gallons qui fait pas mal la job de tout. Alors, c'est sûr que j'ai toutes ces techniques-là que j'ai appris autant en Croatie sur un alambic sur du feu qu'un petit alambic que j'avais sur mon four électrique ici chez nous, que la grosse alambic Margie qu'on a à la distillerie. Écoute, avec tout ça, j'ai quand même un bon 10-15 ans d'expérience. Puis je veux dire, j'ai travaillé, j'ai été à des distilleries aux États-Unis autant que le restant du Canada pour faire des stages, des cours, pour apprendre sur le bourbon, pour apprendre sur le rhum, pour apprendre sur le gin. Fait que, ouais, quand je parle vraiment de distillation, ça vient de quelque chose qui a gobé, je te dis, facilement 15 ans de ma vie, sinon presque 20. Là. C'est merveilleux. Quelle histoire. J'adore, je l'entendrai 20 fois. J'adore à chaque fois que tu la racontes. Merci André, je te remercie énormément. C'est riche, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Puis j'espère, vous, chers amateurs de gin, que ça vous a plu aussi. Puis oui, on se reprendra pour autre chose. Ciao André, merci beaucoup. Ciao, salut. Voilà, c'est la fin de cette masterclass extraordinaire offerte par André. Je vous rappelle une petite chose à faire. Allez aimer, s'il vous plaît, la page de la distillerie Pirates du Nord. Ciao, à très bientôt.